Bonsoir à tous. Moi, je suis Philippe. Je suis directeur du logiciel à Semeya. Et donc, à Semeya, on fait une appli de suivi de patients dans le monde de la santé, dans le monde de la health tech. Et je voulais vous parler un petit peu du coup de sécurité des applications Rails ce soir. Et en commençant du coup par quelques chiffres. Le premier, c'est 9%. 9%, c'est le nombre d'applis dans le monde qui utilisent des modules de code qui sont obsolètes et potentiellement vulnérables. 4%, c'est le nombre d'applis qui ont des vulnérabilités de contrôle d'accès, donc des problèmes de vérification de droit. Est-ce que effectivement, moi, utilisateur connecté, j'ai le droit d'accéder à cette ressource? Et 1, c'est le nombre de lignes de code suffisantes pour ruiner une appli en termes de sécurité. Même les apps les plus simples peuvent contenir des failles critiques. Et donc, je vais vous faire une petite démo avec une app très très simple, une liste d'articles, un titre, du contenu, et sur cette liste, j'ai un petit moteur de recherche qui me permet de chercher dans le titre de l'article des articles qui m'intéresseraient. Donc typiquement, je cherche un article. Voilà. Et j'ai les articles correspondants, chacun ayant le titre. J'ai les deux qui ressortent. Je cherche le deuxième article, j'ai que celui-ci qui ressort. Bon, classique, ça marche très bien. Si je suis un petit malin, je peux utiliser une petite chaîne de caractères magique qui ressemble à ça. Je la pose là. Je valide. Et donc j'ai toujours mes deux premiers articles et un autre ensuite. Très intéressant puisqu'il contient le mot de passe de la prod pour accéder à tout le système. Ici, ce que je viens de poser, c'est une chaîne de caractères qui ressemble beaucoup à du SQL. On verra un petit peu plus tard ce qu'il en est. Ça a marché sur ma petite appli très simple. Ça peut marcher sur d'autres applis en prod. C'est pas spécifique à mon appli. Autre chose que je voulais vous montrer, je vais par exemple voir cet article-là. Je peux éditer le contenu de cet article. Et donc, vous l'avez peut-être déjà vu, ce genre de choses. Je peux mettre par exemple dans du contenu une balise HTML et typiquement là j'en mets une qui est une balise script qui me permet du coup de mettre normalement derrière du JavaScript. Je vais valider et j'ai le JavaScript qui est exécuté à chaque fois que j'affiche la page. Je reviens sur ma liste d'articles. Là aussi, j'ai cet article, j'ai ce JavaScript qui est exécuté. Alors là, évidemment, il est un petit peu simplet ce JavaScript puisqu'il ne fait qu'afficher une alerte. Mais je peux très bien écrire du code pour envoyer, capturer le DOM, puis envoyer le contenu que j'ai sur un autre serveur et par exemple récupérer ce qu'il y a sur la page. Dernière démo, je vais d'abord éditer celui-là parce que autrement il va nous embêter. Pas de contenu, s'il te plaît. Alors, dernière démo, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je viens de mettre à jour mon article. On va aller voir un petit peu à quoi ressemble la requête qui est derrière. Je vais zoomer un petit peu. Alors c'est ça qu'il faut que je ferme. Vous voyez là un peu? Ouais, c'est bon. Ici j'ai demandé à Firefox en l'occurrence de rejouer la requête. Et donc ici je vois le payload qui a été envoyé. Donc c'est ce qui est envoyé quand on complète un formulaire de manière générale. Et ici on retrouve du coup les attributs que je vois que j'ai vu dans mon formulaire. Donc c'est un article, un modèle de type article. Il y a un attribut qui s'appelle content, donc c'est ce que j'ai mis à jour, avec ici la valeur qui est derrière. Et puis en l'occurrence il y a le titre aussi qui est renvoyé là. Et si je suis un petit malin, en fait, je peux rajouter des choses derrière pour rejouer la requête. Et donc par exemple, je pourrais ici changer un attribut qui s'appelle par exemple confidential au hasard, et je lui mets une valeur. Je valide, ça a été accepté.
on voit pas très bien, mais la requête est passée. Ici, j'ai eu un 302, donc j'ai pu faire la mise à jour de mon article. Je reviens sur ma liste d'articles, et ici, je vois plus cet article-là, il a disparu. Pourquoi? Parce que dans cette page, à la base, je n'affiche que les articles qui ne sont pas confidentiels. Je reviens sur ma presse. Ici, on vient de voir 3 vulnérabilités sur cette appli. La première, c'est une injection SQL. J'ai rentré dans la barre de recherche un petit morceau de SQL. Le deuxième, ça s'appelle du cross-site scripting, ou XSS, on le voit souvent raccourci comme ça. Ça permet de mettre par exemple du JavaScript, mais on pourrait mettre d'autres choses dans d'autres contextes aussi, qui est exécuté ensuite par l'application, alors qu'on ne s'attendait pas, nous développeurs, à ce que ce soit exécuté. Et enfin, le troisième point, c'est des problèmes de mass assignment, plutôt côté Ruby on Rails, où en gros, j'ai pas contrôlé ce qui m'était donné par le formulaire, et j'ai pas validé qu'effectivement, je voulais bien mettre à jour ce contenu sur le modèle. Ces vulnérabilités, elles sont classifiées par un organisme qui s'appelle OWASP, je ne sais pas si vous le connaissez, quelques peut-être qui le connaissent. Donc c'est une sorte c'est peut-être une fondation, quelque chose comme ça, qui en fait regroupe un ensemble de ressources documentaires, des exemples, organise des conférences, des présentations, pour nous apprendre, développeurs, à protéger les applis, et donc à bien développer. Et en l'occurrence, tous les 2 à 5 ans, ils sortent ce qui s'appelle le OWASP Top 10, et c'est le top 10 des catégories de problèmes qui peuvent apparaître dans une application. Et ce top 10, en fait, il est extrait de vulnérabilités qui ont effectivement été vues au moment du coup où ce top 10 a été construit. Typiquement ici, je présente celui de 2021. Le prochain, ça va être celui de 2025, donc il devrait sortir d'ici à la fin de l'année. On va avoir un nouveau à la fin de l'année avec peut-être des nouvelles choses. Et donc celui-ci, il est construit de cette manière-là. Les 8 premiers items, c'est un recueil de rapports de vulnérabilité qui sont soit disponibles sur Internet de manière libre, ou des entreprises qui ont bien voulu contribuer à ce top 10 et donc ont partagé les informations au WASP. Et en 2021, il y a 500 000 apps qui ont contribué à ces informations-là. Et les 2 derniers points, c'est un recueil d'avis d'experts plutôt dans le domaine de la sécurité et qui sentent qu'il y a des tendances, mais ils n'ont pas assez de chiffres, il n'y a pas de statistiques qui permettent de montrer qu'effectivement il y a ces problèmes. À chacune de ces catégories est associé ce qu'on appelle des CWE. Alors pas des CVE, pas encore, on va en parler après, on a parlé tout à l'heure des CVE, mais là des CWE. Les CWE, c'est un recueil, alors une CWE, c'est une faiblesse qui pourrait exister dans le code, mais qui n'existe peut-être pas encore, et qui n'a pas été exploitée forcément. Et donc il y a un recueil comme ça qui existe de faiblesses connues et identifiées, et des petits numéros pour les identifier. Et donc voilà, typiquement l'injection SQL qu'on a vu tout à l'heure, c'est identifié comme une faiblesse possible d'une application. Et associé à ça, ensuite on a des CVE, en effet, qui sont plutôt des vulnérabilités avérées. Donc il y a quelque chose qui a été vu en production du code, qui a été vu, qui effectivement a ce problème-là. Et donc on déclare ce problème et on s'en protège avec diverses mesures. Je vais vous faire un petit tour des 10 catégories pour que vous ayez un aperçu rapide de ce à quoi ça correspond. Donc le top 1 en 2021, c'était des problèmes de contrôle d'accès. Donc je suis authentifié, mais je n'ai pas fait suffisamment de code pour m'assurer que la ressource numéro 2 ne m'est pas accessible alors que je ne devrais pas y accéder. C'est typique. On pourrait considérer que notre problème de mass assignment est là-dedans, c'est-à-dire que j'ai eu l'autorisation de modifier l'attribut confidential alors que j'étais utilisateur lambda et que j'aurais pas dû le droit de le faire.
Voilà, typiquement un des cas. Le deuxième, c'est des problèmes de cryptographie. De manière générale, c'est en gros des utilisations d'algorithmes cryptographiques obsolètes, ou alors le manque de mise en place d'algorithmes de cryptographie, donc typiquement des formulaires qui sont pas chiffrés alors qu'on vous demande de rentrer un mot de passe, par exemple. Donc c'est le top 2. Donc, ça a été vu en prod. Le troisième, c'est les injections de manière générale. Donc, c'est les deux items qu'on a vus, injection SQL et cross-site scripting, c'est considéré comme de l'injection. On injecte du code qui n'était pas attendu, des choses qui n'étaient pas attendues, et l'application se comporte différemment. Le quatrième, insecure design, c'est des problèmes de construction, d'architecture plutôt d'appli, où en gros, l'application telle qu'elle a été pensée, de base, elle a un problème. C'est même pas un problème d'écriture de code, c'est l'architecture qui est problématique. Quatrième, security misconfiguration, c'est utiliser par exemple la configuration par défaut qui vient avec des applis. Donc je ne sais pas, j'installe un serveur Elasticsearch, et puis par défaut, il y a un port qui est ouvert sur Internet, faut que je pense à le couper. Et en fait, il y a plein de systèmes comme ça qui existent sur Internet avec les portes ouvertes, quoi. Sixième, utilisation de dépendances dépréciées ou non maintenues. Quatrième, des problèmes d'identification. Je me souviens jamais précisément ce que c'est. Donc évidemment, c'est pas forcément le fait de manquer d'authentification, mais c'est oui, le fait de permettre d'avoir des mots de passe faibles, par exemple. Voilà, c'est plutôt des problèmes dans la force de l'identification, dans la contrainte qu'il y a derrière. Le huitième, CCC, Data Integrity, je ne sais plus. C'est comment tu dis? Non, c'est pas celui-là, c'est pas ça. Attends, je me les suis notés. Je reprends. Je vais vous dire. Je me suis fait une petite note. Ah. Je pense que c'est les DOS. Alors un exemple, c'est autoriser l'usage de dépendance, mais qu'on n'aurait pas validé. Donc typiquement, parce que tu nous as présenté avec Bundler. Voilà. Des histoires de supply chain en intégration continue, où du coup, on récupère des dépendances, mais on n'a pas vérifié, encore une fois, peut-être la checksum ou autre chose. Le neuvième, c'est simplement des manques de log. Si on log pas, on peut pas savoir qu'on a un problème peut-être de sécurité, puisqu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc c'est important de loguer et monitorer son application. Et enfin, le dixième, c'est le fait de, par exemple, d'appeler un service, donc un microservice, donc a priori avec une URL qui nous a été donnée, mais sans vérifier que le serveur en face est bien celui auquel on s'attend à discuter. Et si c'était possible, de détecter ces vulnérabilités automatiquement. Et donc c'est ce que permet Breakman, que nous avons la chance d'avoir côté Ruby on Rails. C'est un outil d'analyse statique, donc il lit le code en gros, et puis sans avoir à l'exécuter, et puis il ressort des informations de ça. Il est conçu pour les apprails. Et il y a out of the box, il n'y a rien à configurer. Après, évidemment, on peut toujours lui dire de ne pas râler sur certains bouts de code parce qu'on sait ce qu'on fait. Mais vous allez voir qu'en fait, on peut le lancer assez rapidement. Ça fait 15 ans que ça existe, ce projet. Ça a été créé par un gars qui s'appelle Justin Collins. Et il est en ce moment Head of Security chez Gusto. C'est intégré depuis la version dans les nouveaux projets depuis Ruby on Rails 7.2. Donc vous lancez un nouveau projet avec 7.2, vous aurez le setup de Breakman déjà dans l'appli. Donc là, jamais intégré. Et il y a une configuration pour GitHub Action. Donc ça va le lancer sur GitHub Action. Et puis du coup, vous allez avoir les rapports qui sont directement intégrés dans le projet sur GitHub.
et il est capable de détecter 85 types de vulnérabilités dans notre API. Ils appellent ça des checks. Ici, je vous montre un exemple de une page de documentation de ces checks. Et je voulais vous la montrer. Alors, en l'occurrence, là, c'est encore une autre façon d'injecter du code, command injection. Et je voulais vous le montrer parce qu'en fait, souvent, ils font référence du coup à ce fameux OWASP Top 10 pour rappeler un petit peu que ça ne sort pas de nulle part et éventuellement aller voir du coup les CVE associés, etc., etc. Allez, petite démo sur notre projet simple, mais qui a des faiblesses. Je le lance. Il a fini. C'est très rapide. Au début, on a un ensemble de petites informations. En l'occurrence, il note tous ces checks qu'il va faire sur l'application. Il a lu 2 contrôleurs, il a lu 2 modèles, des templates. Je fais des bêtises. Il a trouvé 0 erreur et il a vu 2 problèmes de sécurité. Il a détecté un problème de mass assignment et un problème d'injection SQL. Je scrolle un petit peu. On a un petit extrait du code problématique. Donc j'ai fait un bon file MySQL qu'on fait tous les jours, bien sûr. Et ici, j'ai injecté en gros ce qui m'a été donné en paramètres sans le contrôler, donc c'est un problème. Et ici, on retrouve un petit bout du code qui est problématique, enfin le bout de code qui est problématique, et voilà, le rapport. Ça, c'est le rapport texte qu'on a du coup en ligne de commande. Et on peut demander aussi à avoir un rapport HTML que je vous montre parce qu'il est intéressant. Il donne d'autres informations. Donc on retrouve le résumé en haut, le petit résumé ici, les éléments qu'il a retrouvés, et ici chaque problème. Et on retrouve parfois, parce que ça dépend si la règle a été configurée, le fameux ID de CWE, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les faiblesses connues dans le code, et là en l'occurrence on a le rapprochement avec ce que détecte Breakman. Il n'y a pas ça dans tous les checks, parce que parfois c'est pas toujours évident de le rapprocher à un CWE existant. Je vous ai dit qu'il avait détecté du coup des problèmes, il en a détecté 2, pourtant je vous ai demandé 3. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas trouvé le 3e, parce qu'il a bien un check sur le problème, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi il ne l'a pas trouvé. J'ai ouvert une issue, j'ai pas eu de réponse encore. Si, quand tu mets pas HTML safe. Voilà, ça c'est mal, faut pas l'utiliser, ou faut savoir quand l'utiliser. Et donc il aurait dû râler dessus, et normalement il a bien une règle dessus, donc je sais pas trop pourquoi il n'a pas détecté, et j'attends la réponse, nous verrons. Bon, si j'ai une réponse, je vous la partagerai. Là, les problèmes, je les ai un peu créés, évidemment. Hein, typiquement, au début, j'ai essayé de créer le problème en faisant un where et puis en mettant ici la barre le paramètre de recherche, et ça marche pas. En fait, tu peux pas donner le truc de recherche, ça passe pas. Mais même en construisant la chaîne de caractères, tu mets un where, mais avec une chaîne de caractères comme ça passe pas parce qu'il y a 2-3 trucs qui passent pas. Bref, voilà, je vous ai montré Breakman sur cette API-là. Petit récap, c'est une app simple peut avoir des vulnérabilités. Hein. Voilà, j'ai juste lancé un projet, j'ai mis à jour 3 lignes de code et déjà j'ai introduit des vulnérabilités. Je vous invite très fortement à aller voir l'OWASP Top 10 et donc ces fameux CWE et éventuellement CVE associés, parce que ça apprend du coup à se poser des questions et puis à se dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai écrit comme ça, peut-être que je pourrais m'en prémunir de problèmes en pensant à ces problèmes. » Et puis Breakman, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. C'est assez facile à l'intégrer. Après, bon, typiquement, moi je l'ai intégré, j'ai essayé de l'intégrer à Semeya. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il râle, donc il va falloir que soit je nettoie le code tout de suite, ou alors qu'on fasse un petit fichier de conf pour dire ça c'est un faux positif, c'est pas un vrai problème. Quelques liens que vous aurez après la présentation, donc le lien vers Breakman, le lien vers l'organisation WASP, le lien vers le projet GitHub Breakman, et puis le lien vers ce projet démo.
Et en septembre, vous avez la chance d'avoir la première conf OWASP en France. Ils en organisent un peu partout dans le monde. Et là, c'est la première fois qu'on en est en France. Elle est à Paris. Et ça va être une journée. Par contre, on n'a pas du tout d'infos encore sur les tarifs, quoi que ce soit. C'est un peu dommage. Et voilà, merci. J'ai une question, c'est de l'analyse statique? Ouais. C'est du Lint? Oui. Oui. Il y a des intégrations dans l'IDE potentielles? Pourquoi, enfin, c'est très bien de pouvoir faire un bundle exec-Whiteman, mais l'idéal serait même de l'avoir à l'écriture du code, comme alors, on peut avoir d'ores et déjà dans d'autres stacks. Aujourd'hui, dans sa version actuelle, il fait une analyse. Il a besoin de lire tout le projet pour faire l'analyse. Mais ils sont en train de travailler. Il y a une version de travail avec une analyse incrémentale qui permet du coup d'aller faire des choses ensuite comme ça. Donc, et typiquement, il y a un plugin VS Code qui existe qui utilise cette analyse incrémentale, voilà, et du coup qui permet de l'utiliser là. C'est-à-dire que quand tu édites le fichier, c'est vraiment ce fichier-là qui va être analysé et pas l'ensemble du projet à chaque fois que tu entres un caractère, tu vois, dans ton éditeur. Donc ça va venir. Là, ça va venir. En l'occurrence, les vulnérabilités qu'il a remontées, c'est fichier par fichier, il n'y a pas de connect de code. Ouais. Mais tel que ça a été fait de base, c'est toujours été une lecture globale. Je pense qu'il y a des checks qui ont peut-être besoin d'aller voir peut-être une configuration, peut-être dans route.rb, pour vérifier ensuite que ton contrôleur, effectivement, il fait des choses. Que la totalité des checks n'est pas utilisable fichier par fichier, mais... Ouais, peut-être. Moi, je me rends pas compte, une question, c'est en termes de rapidité d'exécution. Bon, là, sur un toy project, ça a pris 3 millisecondes, mais sur une app un peu plus évoluée comme la vôtre, par exemple, ça va. Ouais, ça va assez vite. Hein. Moi, je l'ai pas là. J'aurais pu faire un peu la démo. Mais... Non, ça va assez vite. Ils l'ont mis par défaut dans Rails, mais ils l'ont mis sur quel hook de GitHub? Parce que moi, je l'ai fait en pré-commit. J'ai empêché les gens de pouvoir commit. Ah oui. Il t'a dit c'est en pull request. Non, mais ça roule dans GitHub Actions. Ah, donc si tu c'est utilises forcément GitHub, tu vas avoir un statut sur papier. Donc c'est-à-dire que c'est après que tu es commit. C'est après que tu es commit, ouais. après tu touches. Oui, mais c'est dans l'idée que tu vas faire une PR et que tu ne vas pas directement toucher sur master. Mais effectivement... Et du coup, il y a un moment où j'ai peut-être pas été assez attentif, mais sur le WASP, le top 10 de 1 à 8, j'ai jamais calculé. Comment c'est trié? C'est quoi? C'est un nombre d'occurrences? C'est en fonction de... Ils pensent que c'est plus important que... Ouais, je crois que c'est en nombre d'occurrences, en effet. Mais je suis plus trop sûr de moi. Parce qu'il calcule ça, il calcule aussi... enfin, il calcule tout un tas de statistiques. Et je sais plus... il me semble que c'est celle-ci qui est prise en compte. Ouais. Alors, j'ai pas regardé, je me suis posé la question aussi. Moi, j'ai regardé plutôt côté... Enfin, j'ai pas regardé vraiment, mais j'ai vu passer un truc sur Python, donc encore plutôt côté back. Côté JS, je sais pas dire. Peut-être. Peut-être. On doit avoir des règles de lint, peut-être qui protègent en partie des choses. Après, comment? Pour du XSS, enfin, par exemple, si je prends du front Angular, Angular SLint, regarder s'il y a des failles XSS, s'il y a une injection, etc. C'est des règles par framework. Oui, après, c'est vrai qu'en fait, en JavaScript, vu que tu roules dans le front-end, de toute façon, ça réduit vachement la liste de vulnérabilité, parce que, typiquement, le contrôle d'accès, tu n'es pas censé le faire en client site. Non, mais t'as ça, mais après, c'est vrai que le XSS, par exemple, donc l'équivalent de l'HTML safe, c'est vrai que je pense à Ember, si tu mets du triple quote, donc qui est l'équivalent de l'HTML safe, en gros, pas triple quote, mais triple accolade. Par défaut, tu as un warning aussi qui te dit attention, là, tu sais pas trop ce que tu fais. C'est développé par le WASP. C'est indépendant. C'est indépendant. C'est le monsieur dont je parlais tout à l'heure là qui l'a initié. Après, maintenant, il y a d'autres personnes qui participent aussi à ça. Mais il s'inspire quand même de ce qu'il y a là-dedans. Si jamais, il y a aussi des outils développés par le WASP. Ouais, ok. Super. J'ai vu que le WASP, il proposait aussi une appli vulnérable
assez complète. Il y a plein de trucs et c'est un bon espace de jeu pour aller tester les vulnérabilités. J'ai hésité à le montrer là, mais j'avais pas le temps de la tester un peu parce que j'ai découvert ça un peu à la fin. Merci. Parfait.